Les lumières scintillaient sur le toit terrasse lorsque j'ai vu mon père pencher une poudre blanche dans ma coupe de champagne. Sa main était ferme, son sourire indifférent. Personne n'a remarqué, ni l'orchestre qui jouait un air de Vivaldi, ni les 150 invités qui célébraient ma réussite, ni même ma sœur qui tendait la main vers son verre juste à côté de moi. Je suis restée là, la coupe tiède dans ma paume, feignant qu'aucune fissure ne s'était ouverte à l'intérieur de moi. Il s'attendait à ce que je l'avale en silence, comme toutes les autres silences de cette famille. Au lieu de cela, j'ai levé la flûte, lui ai rendu son sourire et j'ai fait un choix. Plus tard, on me demanderait quand est-ce que tout a vraiment commencé. Je pense que c'était le moment où je n'ai pas bu cette nuit-là. J'ai grandi dans une maison où le silence pesait plus lourd que les éloges. Les murs de notre appartement haussmannien, rue de Rivoli, étaient tapissés des diplômes encadrés d'Anaïs, de ses trophées étincelants, de ses photos glacées posant aux côtés de juges de concours d'éloquence ou d'éminents professeurs. Mes photos y étaient aussi, mais toujours plus basses, toujours plus petites, toujours légèrement de travers, comme si la maison elle-même comprenait la hiérarchie. À 12 ans, j'avais remporté le concours régional de sciences avec un projet que j'avais construit sur le sol de la cuisine pendant que tout le monde dormait. J'avais analysé des échantillons d'eau de la Seine, cartographié les rejets chimiques sur un grand panneau d'affichage. Le matin où les résultats sont tombés, je me souviens être entré dans la salle à manger, tenant le ruban comme s'il avait de l'importance. Étienne, mon père, n'a pas levé les yeux de sa tablette financière. Isabelle, ma mère, a survolé le journal Les Échos. Anaïs, quant à elle, était déjà vêtue pour son tournoi de débat. Ses cheveux étaient épinglés exactement comme notre mère aimait. « C'est attendu », a murmuré Étienne, tournant une page. « Une Duval doit exceller. » Attendu, non reconnu. Isabelle a finalement jeté un coup d'œil au ruban, et non à moi. « Tes cheveux sont en désordre sur la photo », a-t-elle dit, lissant un pli de la nappe immaculée. « La prochaine fois, tiens-toi plus droite. » Les caméras captent tout. Cette nuit-là, le nouveau trophée de débat d'Anaïs a pris la place centrale sur l'étagère. Mon ruban a fini épinglé derrière une photo encadrée d'elle en tenue de sport chic. Il est resté là pendant des années, à moitié caché, accumulant la poussière. Le schéma n'a jamais changé. Les fêtes étaient chorégraphiées autour des réussites d'Anaïs. Annonces de moyennes impeccables, célébrations de stages dans des cabinets d'avocats prestigieux. Le jour où elle a reçu sa lettre d'acceptation à l'École nationale d'administration. Chaque conversation pendant le dîner s'orientait vers elle sans effort, comme l'autre trouvant son niveau. Mes propres réussites étaient traitées comme de simples mises à jour logistiques, des notes qui n'avaient besoin d'aucun applaudissement parce qu'elles étaient considérées comme la norme. Lorsque j'ai postulé pour étudier les sciences de l'environnement, l'atmosphère de la maison a basculé. Étienne a qualifié cela de gâchis. Isabelle a déclaré « Aucune personne sérieuse me choisirait un domaine sans avenir ni rentabilité ». Anaïs se tenait dans l'embrasure de la porte pendant qu'il me faisait la leçon, les yeux doux mais muets. J'ai appris très tôt que la compassion sans l'action est tout de même une forme d'abandon. L'été précédant mon départ à l'université, j'ai effectué un stage auprès d'une ONG environnementale plutôt que dans l'entreprise familiale Duval et Fils. Au petit déjeuner, Étienne a lu l'email que j'avais envoyé pour refuser leur offre de stage. Il a posé sa cuillère avec soin, le métal touchant à peine la porcelaine. « Si tu insistes pour faire honte à cette famille, a-t-il dit, tu paieras tes propres erreurs. » J'ai hoché la tête. Je suis montée à l'étage et j'ai rempli une demande de prêt étudiant. L'air de ma chambre me semblait calme, presque reconnaissant, comme s'il comprenait que quelque chose avait enfin été nommé. La veille de mon départ pour la faculté, Isabelle a plié mes vêtements avec la précision qu'elle réservait au voyage d'affaires d'Anaïs. Pas un mot sur l'avenir, pas une accolade, pas même un regard prolongé. Juste un léger tiraillement sur un fil lâche de ma manche, sa bouche serrée dans une désapprobation silencieuse. Ce n'était pas de la cruauté, c'était une lame si lisse
si constante qu'elle en paraissait presque polie. Avec le recul, je vois tout cela clairement. Les sièges vides à mes événements, la façon dont les conversations me contournaient, le rappel constant que j'étais une ombre dans une maison construite pour mettre quelqu'un d'autre en lumière. C'était le jour où j'avais appris ma place dans cette famille. Et cette place était le silence. Le couloir derrière la cuisine du toit-terrasse était étroit, éclairé par une seule ampoule vacillante. Je n'y étais allé que parce que les toilettes principales étaient encombrées par une file d'attente s'étendant au-delà du bar à champagne. L'air sentait le nettoyant citronné et le métal surchauffé des machines de service. J'étais à mi-chemin de la porte de service lorsque j'ai entendu les voix de mes parents, basses, nettes, urgentes. « Elle ne doit pas avoir accès à cette fiducie », a chuchoté Isabelle. « Pas quand tout est déjà instable. »« Cela s'active la semaine prochaine, » a répondu Étienne. « Si elle est indépendante, elle peut parler des déchets, des rapports, des échantillons. Tu sais ce que cela signifie ?» Il y a eu un silence, puis sa voix a encore baissé. « Si elle est hospitalisée, même brièvement, le transfert est bloqué. Et si quelque chose de pire arrive avant que les documents ne soient signés ?» Isabelle a inspiré brusquement. « Étienne !»« C'est une question de précision, a-t-il dit. Un contretemps contrôlé. Rien de létal, à moins qu'elle ne réagisse mal. Nous avons besoin de temps, c'est tout. » Mes doigts se sont figés autour de la poignée de la porte des toilettes. Une brûlure sourde et régulière s'est propagée dans ma poitrine, lente, presque méthodique, comme si mon corps essayait de me protéger d'une réaction trop rapide. Il ne parlait pas d'une punition. Il parlait d'un plan de contingence, d'une solution technique pour me neutraliser. Il parlait de moi. Je suis revenu sur mes pas avant qu'il ne puisse tourner le coin du couloir. Le couloir m'a semblé plus froid en sortant, comme si le bâtiment lui-même s'était éloigné de moi. De retour sur le toit-terrasse, la fête s'est transformée en un flou de cordes d'orchestre et de rires insouciants. Les invités trinquaient à des avenirs dont ils ne savaient rien. Le sourire d'Isabelle était à nouveau impeccable, ses yeux scrutant la pièce à la recherche d'imperfections à corriger. Étienne se tenait près de la table de champagne, discutant avec le maître d'hôtel d'une voix qui aurait pu passer pour de la fierté. Lorsque le plateau est arrivé, je l'ai regardé choisir une seule coupe, la tige entre ses doigts, la légère inclinaison de son poignet. Le faible tourbillon nuageux s'enfonçant au fond comme un secret qui prend sa place. Il l'a posé sur le plateau de la famille et s'est reculé comme s'il avait simplement accompli une tradition. Anaïs est apparue à côté de moi, balayant une mèche de cheveux de son visage, riant d'une blague faite par un cousin. Elle n'a pas remarqué Étienne qui me regardait. Elle n'a pas remarqué la façon dont son regard s'est durci lorsque le serveur nous a tendu le plateau. J'ai tendu la main vers le verre qui m'était destiné. Ma main s'est arrêtée. Mon rythme cardiaque ne s'est pas accéléré. Je me suis tournée, souriante, avec le genre de sourire qui rend bien sur les photos. « Tiens !» ai-je dit, d'une voix légère, lui tendant le verre. « Prends le mien, il a l'air plus frais. » Elle n'a pas posé de question. Elle n'en avait jamais eu de raison. Elle a levé le verre, l'a doucement cogné contre le mien et l'a bu. Je n'ai rien ressenti. Pas de choc, pas de triomphe, juste une certitude tranquille et lourde qui s'installait dans mes os. Une certitude que, quoi qu'il arrive ensuite, c'était déjà commencé. Quand les genoux d'Anaïs sont fléchés, la fête n'est pas tombée dans un silence absolu immédiatement. Cela a commencé par une vague, un halètement près de l'orchestre, puis le bruit des couverts qui tombaient, puis le bruit sourd de sa coupe roulant sur la pierre du sol. Au moment où je l'ai rejointe, sa peau était devenue pâle sous les lumières du toit-terrasse, sa respiration faible et irrégulière. Étienne s'effrayait un chemin à travers le cercle qui se formait, appelant son nom avec une urgence qu'il n'avait jamais utilisée pour le mien. Les mains d'Isabelle tremblaient alors qu'elle essayait de lisser les cheveux d'Anaïs, sa voix frémissant d'incrédulité. Je me suis agenouillée à côté d'elle, stable, parce qu'il fallait que je le sois. « Nous avons besoin d'une ambulance !» ai-je dit. Ma voix était forte,
Mon calme était une ancre dans la tempête du luxe effondré. Personne n'a disputé. Pendant la descente dans l'ascenseur de service, la tête d'Anaïs reposait contre mon épaule. Son pouls erratique sous mes doigts. Je me suis pas autorisé à penser au poison. Pas encore. J'ai regardé les chiffres clignoter au-dessus de la porte, écouté le bourdonnement des machines, et j'ai gardé ma respiration lente. Son verre, mon verre, l'échange. La poudre se déposant dans le liquide doré. Les décisions que l'on prend en une seule respiration ne disparaissent pas juste parce que la pièce change. Dans le hall des ambulances, les urgentistes l'ont emmenée loin de moi, la conduisant à l'intérieur sous des lumières fluorescentes qui rendaient tout trop net. Isabelle les a suivis, implorant des réponses. Étienne est resté en arrière, serrant la balustrade, comme si tout le bâtiment s'était mis à pencher. « Tu as échangé les verres », a-t-il dit sans me regarder. Je n'ai pas répondu. Le silence était plus sûr. À l'intérieur de la salle d'urgence, les moniteurs émettaient des bips à un rythme irrégulier. Les infirmières se déplaçaient avec une efficacité laconique. Le docteur Lemoine, calme mais alerte, a examiné Anaïs avec une concentration qui ne laissait aucune place à la panique. « Elle s'est effondrée soudainement ?» a-t-il demandé. « Oui », ai-je dit. « Des antécédents médicaux? Les symptômes se sont aggravés rapidement ?» Confusion, tremblement et un rythme cardiaque élevé qui ne se stabilisait pas. Les yeux du docteur Lemoine se sont légèrement rétrécis, son instinct professionnel détectant quelque chose sous la surface. Cela ressemble à une exposition à un composé anticholinergique, a-t-il murmuré, à moitié pour lui-même. Ma gorge s'est serrée. Vérifiez les dérivés modifiés, ai-je dit tranquillement. Pas les composés commerciaux. De qualité recherche. Le docteur Lemoine s'est arrêté. Pourquoi? Parce que l'homme qui se tenait à quelques mètres de moi, les poings serrés, avait accès à des composés que personne en dehors des laboratoires familiaux ne devrait jamais manipuler. Parce que je l'avais vu verser une poudre blanche dans un verre avec l'aisance de quelqu'un qui avait répété le geste. Mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Vérifiez, simplement, ai-je dit à la place. Il a hoché la tête, donnant déjà des ordres. Le commissaire Lamy, de la police judiciaire, est arrivé 20 minutes plus tard, carnet à la main. Ses questions étaient douces au début, de routine. Mais lorsqu'il a demandé ce qui avait conduit aux symptômes d'Anaïs, j'ai fait signe à mes deux cousines, qui étaient toujours pâles de ce dont elles avaient été témoins. Une d'elles lui a tendu son téléphone. La vidéo a joué silencieusement. Étienne choisissant le verre, le léger mouvement de la poudre, la tige dans sa main, mon sourire alors que j'échangeais les fuites, moi portant un verre plus sûr à mes lèvres, tandis qu'Anaïs buvait l'autre. Le commissaire Lamy a rembobiné le clip, l'a regardé 2 fois de plus, son expression se durcissant. « J'aurai besoin de copies de tous les enregistrements », a-t-il dit. « Ils sont déjà dans votre boîte de réception », a répondu l'autre cousine. Je ne leur avais pas demandé de faire cela. Elles avaient simplement compris. Alors qu'elles s'éloignaient avec le détective, je me suis effondré sur l'une des chaises de la salle d'attente. Le vinyle était froid contre mes paumes. L'air sentait le désinfectant et l'air recyclé. Un distributeur automatique ronronnait doucement près du mur. Ces petits bruits manqueraient plus que tout le reste. Ils étaient neutres, prévisibles, sûrs. Étienne et Isabelle étaient assis en face de moi. Ils gardaient les yeux fixés sur le sol. Elle gardait les siens sur l'entrée de la chambre d'Anaïs. « Tu as mal compris quelque chose », a chuchoté Isabelle finalement, sa voix ténue. Je n'ai pas répondu. « Nous ne ferions jamais de mal à notre propre famille », a-t-elle ajouté, plus fort cette fois, comme si le volume rendait la chose vraie. Je suis restée silencieuse. C'est le docteur Caron qui s'est approché ensuite, le visage tiré par l'inquiétude. Il avait été à la fête plus tôt, me félicitant avec une douceur à laquelle je n'étais pas habituée. Maintenant, il me regardait comme s'il reconstituait quelque chose qu'il aurait préféré ne pas deviner. « J'ai entendu ce qui s'est passé », a-t-il dit. « S'il y a quelque chose, vous savez, quelque chose qui pourrait t'aider ?»« Il y a », ai-je répondu. « Mais je l'ai déjà donné à des personnes qui peuvent agir. » Il a hoché la tête lentement, comprenant plus que ce que j'avais dit.
Les heures se sont écoulées, des tests ont été effectués, des échantillons traités, d'autres inspecteurs sont arrivés. L'agent Dubois, de la Direction régionale de l'environnement, DREL, est arrivé avec une gravité discrète qui a changé l'air autour de lui. Il a examiné la vidéo. Il a posé des questions sur les documents internes, l'historique d'accès. J'ai répondu ce que je pouvais, sans embellissement, sans émotion. Les faits étaient suffisants. Au moment où l'aube se glissait par les fenêtres lointaines, Anaïs était stabilisée, groggy, confuse, en vie. Je me suis tenue à son chevet, la regardant ouvrir les paupières. « Ce n'était pas censé être toi », ai-je dit doucement. Ses sourcils se sont froncés faiblement. Je n'ai pas expliqué. Elle luttait toujours contre les derniers effets du composé. La vérité pouvait attendre la clarté. De retour dans la salle d'attente, la ville commençait à s'éveiller. La circulation vrombissant quelque part loin en dessous, les équipes du matin qui prenaient leur service. J'ai tiré mon sac sur mes genoux et j'ai commencé le travail que j'avais remis à plus tard pendant des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable, tapé une liste de dates, recoupé chaque livraison étrange, chaque mise à jour retenue, chaque note de service interne que la chef de laboratoire, Madame Rousseau, m'avait averti dans son journal. J'ai scanné les photocopies des tests d'eau qu'elle avait conservées à la maison de campagne, classé les photos que j'avais prises du site de drainage des installations ouest de Duval et Fils, rassemblé les captures d'écran d'email, menaces masquées en conseil, offres déguisées en ordre. J'ai tout organisé dans des dossiers étiquetés, recherche environnement, fiducie, erreur d'entreprise, directive familiale. Rien de spectaculaire, juste la vérité attendant dans des piles bien rangées. J'ai rédigé un message à Maître Lambert, l'avocate que j'avais contactée discrètement des semaines plus tôt, lorsque la maison était devenue trop silencieuse avant la remise des diplômes. Nous devons agir maintenant. Je l'ai envoyé sans hésitation. Un par un, j'ai fermé les onglets liés à mon nom de famille, en ai ouvert de nouveaux liés à mon avenir, planifié une réunion avec les enquêteurs fédéraux, téléchargé des copies de tout sur un disque crypté, supprimé les anciens liens d'accès aux serveurs familiaux. J'ai travaillé jusqu'au lever du soleil, la salle d'attente vide à l'exception d'une équipe de nettoyage poussant des chariots dans le couloir. Lorsque je me suis finalement levée, étirant mes épaules raides, le poids que j'avais porté pendant des années me semblait plus léger. Pas disparu, juste plus attaché à moi par la force. J'ai jeté un regard vers le couloir où mes parents étaient assis, parlant à voix basse à leur avocat. Leur silhouette était petite à cette distance, contenue, gérable. Pour la première fois, ils n'étaient pas le centre du cadre. Je suis sortie, l'air frais du petit matin sur mon visage, et j'ai chuchoté dans le calme. Cette fois, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. À la mi-journée, l'hôpital était passé d'une urgence silencieuse à une enquête contrôlée. Des officiers en uniforme gardaient le couloir devant la chambre d'Anaïs. 2 détectives parlaient à voix basse près du poste de soins. Et à côté d'eux, l'agent Dubois examinait les résultats de toxicologie imprimés avec une concentration assez aiguisée pour couper l'acier. Le docteur Lemoine s'est approché de moi le premier. Son expression était stable, mais je pouvais voir la tension dans la façon dont il tenait le dossier, son pouce pressé contre le coin. « Les résultats sont là », a-t-il dit. « Votre sœur a été exposée à un composé anticholinergique modifié de qualité recherche non disponible dans le commerce. La pièce n'a pas tourné. Elle ne s'est même pas inclinée. Elle s'est simplement rétrécie jusqu'à ce que tout ce que je puisse entendre soit le faible bourdonnement des lumières au-dessus de ma tête. Nous avons vu des données préliminaires sur des composés similaires, a déclaré l'agent Dubois, se tenant à côté de lui, provenant de laboratoires liés à l'entreprise de votre famille. Étienne et Isabelle, assis à quelques mètres de là, se sont raidis. Le commissaire Lamy a tapoté son stylo sur sa tablette. Nous aurons besoin de déclarations, de vous tous. Ils ont pris Étienne en premier. Je l'ai regardé bomber le torse, se glissant dans l'autorité qu'il avait portée toute sa vie. « C'est absurde », a-t-il commencé. « Anaïs a dû avoir une réaction à la nourriture ou à l'alcool. Notre famille n'a aucun antécédent de... » Le commissaire Lamy
à tourner la tablette. La vidéo du toast a joué silencieusement. Étienne sélectionnant le verre, la poudre se déposant, la tige dans sa main, mon sourire alors que j'échangeais les flûtes, Anaïs buvant. C'était la preuve la plus claire que j'ai jamais vue. Silencieuse, irréfutable, méthodique. Le visage d'Étienne s'est vidé de toute couleur. Sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Un homme habitué à contrôler les récits se tenait maintenant devant un récit qu'il ne pouvait pas piller. Elle a bu ce qui m'était destiné, ai-je dit. Aucune accusation, aucune émotion, juste un fait posé doucement sur la table. Isabelle s'est levée de sa chaise comme si elle était tirée par des ficelles. « Tu ne comprends pas », a-t-elle chuchoté. Nous protégions la famille. Tout s'effondrait. L'enquête, les rapports. Si ces documents étaient rendus publics. « Alors vous avez essayé de me ralentir ?» ai-je demandé. Son silence était une confirmation suffisante. Et l'agent Dubois a parlé ensuite, feuilletant une pile de journaux d'accès au laboratoire. Monsieur Duval a signé pour le composer 3 jours avant la fête de remise des diplômes. Et nous avons localisé une unité de stockage liée à de fausses signatures, des documents d'échantillons de recherche, des registres d'élimination, tout indiquant des tentatives de transfert de responsabilité. Étienne a lancé à Isabelle un regard assez aiguisé pour briser le verre. « Tu aurais dû te taire. » Elle a tressailli. Le commissaire Lamy a fermé son carnet. Vous deux serez placés en garde à vue en attendant les accusations formelles. 2 officiers se sont avancés. Des menottes métalliques se sont fermées. Anaïs, encore faible, a regardé depuis l'embrasure de sa porte, appuyée contre le chambranle, les yeux gonflés mais clairs. Lorsque nos parents ont été conduits devant elle, elle n'a pas bougé, n'a pas parlé. Elle a juste regardé les personnes qui nous avaient élevés comme si elle voyait des étrangers pour la première fois. Étienne s'est tourné vers moi. « C'est toi qui as fait ça ?» m'a-t-il demandé. « Non », ai-je dit tranquillement. « C'est vous. » Isabelle a tendu la main vers Anaïs avec des doigts tremblants. « Ma chérie, s'il te plaît. » Anaïs a reculé. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. La distance était son propre verdict. Alors que les officiers les guidaient, le couloir s'est soudainement senti plus large, l'air moins contraint. Pas de victoire, pas de triomphe, juste de l'espace, un espace propre et vide où leurs ombres se trouvaient autrefois. L'agent Dubois m'a tendu une carte. Nous aurons besoin de votre coopération à l'avenir. Vous l'aurez. Il a hoché la tête une fois. La justice commence par la clarté. Vous nous l'avez donnée. Oui, quand ils sont partis, je me suis effondrée sur l'une des chaises devant la chambre d'Anaïs. Le soleil du matin filtrait à travers les stores, laissant de fines barres de lumière sur le sol, comme si le monde avait discrètement changé de forme pendant que nous ne regardions pas. Anaïs s'est assise à côté de moi un instant plus tard, sa main trouvant la mienne avec une fermeté qu'elle n'avait pas encore dans ses jambes. « Est-ce que c'est fini ?» a-t-elle chuchoté. « Non », ai-je dit, « mais ça commence. » La maison de campagne, dans la vallée de la Loire, était plus silencieuse que dans mes souvenirs, plus silencieuse que n'importe quel endroit n'avait le droit de l'être. Les matinées arrivaient par fines couches. La brume, d'abord, puis le bleu pâle de la lumière du jour, puis la lente révélation du rivage, comme si le monde préférait se réveiller par étapes. Je m'enroulais les mains autour d'une tasse chaude, m'asseyais sur les marches en bois et laissais l'air froid se poser sur ma peau. Après des mois de sirènes, de salles d'audience et de lumières fluorescentes d'hôpital, le silence semblait presque impossible. Anaïs se déplaçait avec précaution dans la maison ces premières semaines, se rétablissant toujours, reconstruisant toujours la force que le composé lui avait volée. Parfois, je l'entendais marcher doucement à l'étage, le craquement des vieux planchers s'alignant avec ses respirations. Parfois, elle me rejoignait dehors, enveloppée dans un de mes pulls, fixant l'eau sans parler. Elle avait échangé ses chemisiers d'affaires impeccables contre de simples chemises en coton. Ses cheveux, toujours parfaitement lisses sous la surveillance d'Isabelle, tombaient maintenant en vagues lâches.
Elle ressemblait à quelqu'un sortant d'un costume qu'elle ne savait pas qu'elle portait. Pendant ce temps, mes journées prenaient un nouveau rythme. Je travaillais à distance avec un petit groupe de restauration environnementale, rédigeant des évaluations d'impact, analysant des empreintes chimiques, élaborant des plans pour des sites de nettoyage. Un peu comme l'installation que ma famille exploitait autrefois. Il y avait une satisfaction tranquille à utiliser les connaissances que j'avais acquises. Des connaissances qu'ils voulaient supprimer pour quelque chose qui resterait plutôt que de dissimuler. De temps en temps, des mises à jour fédérales arrivaient. Avis de saisie de compte, rapport d'étape sur l'assainissement des sols, transcription d'anciens employés qui se sentaient enfin suffisamment en sécurité pour parler. Je lisais chacun d'eux lentement, sans célébration, comme si je digérais une langue que j'avais passé toute ma vie à entendre à travers des portes closes. La clôture n'était pas bruyante. Elle était administrative, procédurale, constante. Un soir, je marchais sur le chemin étroit derrière la maison. Les feuilles craquaient sous mes chaussures. Le lac captait le dernier éclat rouge du crépuscule. Je me suis arrêté au bout du quai, respirant le parfum de l'eau froide et du pain. Mon reflet à la surface semblait plus calme que ce à quoi je m'attendais. Plus vieux d'une certaine manière, mais plus léger. La fête sur le toit terrasse semblait lointaine, comme un film que j'avais étudié plutôt que vécu. Le verre, la poudre, le choix. Je pouvais encore voir chaque instant clairement. Mais l'urgence s'était estompée. À sa place, il y avait autre chose. Non pas le pardon, non pas la victoire, juste la libération. Plus tard, à l'intérieur, j'ai trouvé Anaïs à la table de la cuisine, triant ses documents de la faculté de droit. Elle a levé les yeux, m'a offert un sourire fatigué mais réel. C'était la première fois depuis des mois que je voyais ses yeux sans peur derrière eux. « Il y a encore beaucoup à faire », a-t-elle dit. « Je sais », ai-je répondu. « Mais ça semble différent maintenant. » « Oui. » Une brise a traversé la fenêtre ouverte, soulevant le bord d'un de ses cahiers. Elle l'a maintenu avec sa paume, stabilisant la page. Pendant longtemps, nous sommes restés assises là, écoutant le calme. Le genre de calme qui ne demande rien de vu, ne vous cache rien. Le genre qui nous semblait enfin appartenir. J'avais l'habitude de penser que survivre signifiait rester petite, rester silencieuse, me plier à n'importe quelle forme qui maintenait la paix. Maintenant, debout sur le quai, avec le lac qui respirait contre le rivage, je comprenais quelque chose de plus simple. La distance n'est pas un abandon, c'est nos rétablissements. La vérité n'a pas besoin d'un public pour avoir de l'importance. Elle a juste besoin d'espace pour se tenir debout. Ma famille m'a appris comment le silence peut blesser. La vie m'a appris comment le silence peut guérir. Et quelque part entre ces deux extrêmes, j'ai trouvé une frontière qui tient enfin. La vie qui m'attend n'est pas bruyante ni triomphante. Elle est la mienne. Et cela, enfin, est la seule chose qui compte.